Et bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être déjà si nombreux et d'être à l'heure. On va attendre une petite minute pour les derniers retardataires. En attendant, pour voir si vous êtes bien réveillés et si vous avez déjà bien pris en main la solution, euh, tout en bas à droite, vous avez un petit bouton qui s'appelle chat avec une petite bulle. Je vous invite à cliquer dessus, à nous envoyer des messages d'amour ou de salutations, un peu comme vous voulez. Ça permettra de vérifier qu'on est parfait. J'ai l'impression que ça fonctionne bien. J'ai l'impression qu'on reçoit beaucoup plus de salutations que de messages d'amour. Oui, ça c'est vrai. C'est qu'on n'a pas encore présenté notre émission. C'est vrai. Jérémy, je t'ai connu moins timide que ça. Ah, Ah, les voilà. cœurs arrivent. Un petit peu d'amour pour bien commencer l'année, ça fait pas de mal quand même. Parfait. Et Voilà, des galettes, ouais. c'est parfait. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop et hop. Allez, 11h03, je pense que c'est un bon horaire pour commencer. Donc aujourd'hui, on est là avec Audrey donc pour vous expliquer comment construire votre profil Tinder euh, et surtout en fait comment vous aider à être attractif au sein de votre cabinet. Donc je vais te laisser te présenter Audrey, je me présenterai ensuite. Avec plaisir. Donc, je suis Audrey Brulon, cofondatrice de Lamaconta. Lamaconta, c'est vraiment la solution de recrutement pour les cabinets d'expertise comptable attractifs. On en parlera tout au long, enfin, je vous présenterai un petit peu ce qu'on fait tout au long de la présentation et je suis particulièrement passionnée par tout ce qui concerne la marque employeur, donc attirer, recruter, intégrer, fidéliser. Donc, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, Geoffrey, pour cette nouvelle édition de Compte à Tour. Eh bien moi c'est Geoffrey du coup et donc j'ai eu l'honneur de faire cette présentation plusieurs fois déjà avec Audrey un petit peu partout en France. Et mon rôle donc du coup je travaille chez Dext et je m'occupe de la partie partenariat. Donc, principalement échanger avec les différents acteurs de l'écosystème. Et aujourd'hui, j'aurai peut-être une deuxième casquette que je vous dévoilerai dans quelques secondes. Moi, je suis venue accompagner avec mon petit lama. Avant de commencer, on préfère le préciser, comme ça ce sera très clair pour tout le monde. Euh, il va y avoir de l'humour dans cette présentation. On essaye d'aborder des sujets importants, mais de le faire en s'amusant. Donc tout n'est pas à reproduire. Si vous avez un doute sur certaines parties de la présentation, n'hésitez pas à l'écrire. On vous le clarifiera à l'oral. Mais voilà, préparez-vous à passer un bon moment et à, à faire travailler vos zygomatiques. Euh, Avant de commencer, du coup, je vais dévoiler un peu mon nouveau rôle. Donc, je suis directeur des partenariats, mais je suis aussi coach en séduction. Donc, je rentre dans mon personnage directement euh, et je vous donne une petite stat pour commencer. 26% des Français déclarent s'être déjà inscrits au moins une fois sur un site de rencontre. Pourquoi c'est une stat intéressante? Parce que déjà, ça nous apprend qu'il y a environ 3 Français sur 4 qui sont des menteurs ou alors qui sont extrêmement chanceux et qui n'ont pas eu besoin de se frotter à cette terrible application, à ces terribles applications, puisqu'il y en a plusieurs. Et, euh, et donc, bravo à vous. Et pour continuer, parce qu'il y a aussi ce côté recrutement, on vous a promis d'en parler, il y a 83% des embauches qui commencent par une recherche en ligne. Donc en fait, les rencontres amoureuses peuvent se faire en ligne, mais les rencontres professionnelles aussi. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, comment devenir attractif sur le web pour attirer un maximum de nouveaux collaborateurs. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur cette présentation il y a presque un an maintenant avec Audrey. Et on s'est dit qu'on allait créer un nouveau concept, donc collab au premier regard. Il y a peut-être des personnes qui connaissent des émissions un petit peu similaires qui passent à des heures de grandes écoutes sur de grandes chaînes nationales. Et voilà, on s'est dit que la profession comptable méritait d'avoir sa propre émission. Exactement.
Donc notre objectif aujourd'hui, alors pour certains, ce sera peut-être de trouver l'amour. Geoffrey nous donnera tous ses conseils de coach en séduction. Et pour ceux qui cherchent à trouver une future recrue, vous aurez aussi toutes les réponses dans ce webinaire. Donc, au programme du coup de la présentation, on va la découper en 5 parties. La première partie, alors pour les plus assidus de Tinder, pour ne pas les nommer, vous allez reconnaître chaque partie en fait correspond à une section du profil à compléter. Mais grosso modo, pour vous donner un petit peu l'idée, à propos de moi, donc ça va être se comprendre soi-même, ensuite comprendre ses attentes, sa culture, ses valeurs, donc ce qu'on veut mettre en avant, les spécificités qui peuvent nous démarquer de la concurrence. Et enfin, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, comment est-ce qu'on entretient cette relation? Exactement. Et pour ça, parce que l'idée c'est aussi de vous faire un peu travailler, je vous envoie dans le chat une fiche sur laquelle vous allez retrouver en fait les informations clés qu'on va voir dans ce webinaire et vous pouvez les adapter du coup à votre cabinet. Alors il y a un recto verso, vous le verrez en cliquant sur le lien, je vous en dis pas plus. En tout cas, vous remplissez le côté qui vous correspond le mieux. Et promis, on ne jugera pas les personnes qui vont remplir le Ça, on ne le voit pas. Cela ne nous regarde pas, bien sûr. Allez, pour se lancer dans le cœur du sujet, donc ce qui est important lorsque vous cherchez l'amour, ce qui va apparaître en premier en fait dans un profil, hors photo, on y reviendra après, ça va être la description que vous allez faire de vous-même. Et donc du coup, ce qui est hyper important dans la description, c'est d'avoir une phrase d'accroche, parce que finalement, c'est un peu les premiers mots que vont découvrir les personnes que vous tentez de séduire finalement. Et donc du coup, c'est hyper important d'avoir une accroche, d'avoir un message qui vous ressemble, parce que du coup, l'idée, c'est que la personne puisse comprendre, entre guillemets, qui vous êtes et ce que vous recherchez, et d'avoir une ouverture pour proposer déjà une prochaine étape. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, par exemple, extrait de ma propre biographie Tinder. J'aimerais bien savoir combien ça génère de matchs, tout ça. Tu me raconteras ça. Pour faire le parallèle, parce qu'en fait, tous les conseils que donne Geoffrey sur son profil Tinder, c'est exactement la même chose pour votre cabinet. En fait, votre cabinet, il est différent et pour le présenter, il faut avoir, tu l'as dit, une première accroche. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une présentation qui peut bien marcher. Une première accroche qui donne envie de lire la suite. Avoir un discours aussi adapté à sa cible. Parce que moi, j'en fais très régulièrement des pages employeurs, des sites carrières pour les cabinets. Et je me rends compte qu'à chaque fois, la première proposition que le cabinet me fait, c'est on va reprendre exactement ce qui a marqué sur notre site web et on va le remettre sur notre page carrière. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que votre site carrière, généralement, il est plutôt orienté client. Et un discours client, ça ne va pas du tout marcher sur un futur collaborateur. Donc, il faut vraiment adapter ce discours. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'aller chercher tout ce qui fait votre raison d'être, votre vision, d'aller le partager en fait directement dans cette partie qui sommes-nous, avec toujours à la fin un appel à l'action, puisque l'idée c'est que les personnes elles aillent lire un petit peu plus loin que cette première présentation. Parfait. Et donc du coup, pour résumer, si jamais c'était pas déjà très clair, donc ce qui est hyper important, donc ça va être une bonne accroche, un discours adapté à sa cible, la vision et la raison d'être, ce dont parlait Audrey juste avant, et un appel à l'action, parce qu'en fait, vous souhaitez qu'une fois que les candidats lisent votre annonce, ils aient envie de postuler. Donc c'est cet appel à l'action, c'est qu'ils aient envie d'avoir une prochaine étape avec vous et de vous contacter. C'est ça. Donc l'idée, c'est un petit peu d'éviter les généralités globales. Nous sommes un cabinet à taille humaine. Nous sommes les référents de cette ville, alors qu'il peut y en avoir plein d'autres. C'est vraiment de mettre ce qui vous ressemble, vous, et ce qui vous différencie. Une petite phrase du coup qui nous plaît beaucoup avec Audrey. À vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît plus à personne. Si je repars sur le parallèle côté amoureux, si quand vous arrivez dans un date, la personne en face vous dit alors qu'est-ce qui te plaît chez un homme, qu'est-ce qui te plaît chez une femme, et que vous dites oh moi franchement tant qu'elle est vivante et qu'elle respire, nickel. Bon, a priori, ça risque de pas d'avoir l'effet escompté. Donc c'est ok d'assumer ce que vous êtes, ce que vous recherchez, etc. En effet, ça plaira pas à tout le monde, mais au moins les personnes qui
qui seront alignés avec votre discours, avec votre recherche, mais il y a beaucoup plus de chances que ça dure dans le temps. C'est ça. Et si on fait le parallèle avec les offres d'emploi, par exemple, lorsque vous mettez une offre d'emploi de collaborateur comptable et que vous dites, ça peut être une personne qui a 1 an d'expérience ou 10 ans d'expérience, normalement, vous ne devriez pas avoir la même offre d'emploi pour cette personne-là. Et souvent, on me répond, bah oui, mais Audrey, moi, j'ai pas de critères particuliers, je peux recruter tout un chacun en fonction du poste. La personne en face qui va lire votre offre d'emploi, elle va pas vraiment se sentir concernée si vous mettez 1 à 10 ans d'expérience, que vous sachiez ou pas utiliser les logiciels. Il vaut mieux avoir 2 offres d'emploi séparées, une de junior, une un peu plus senior, et la personne, elle va vraiment se sentir concernée par votre offre d'emploi. Exactement. On va un petit peu plus loin du coup sur la partie profil. Donc là, ça va être le moment où il va falloir parler de vous. Donc côté séduction, alors je sais qu'il paraît que la taille n'est pas du tout quelque chose d'important, mais sur la plupart des applications de rencontre, c'est la première information qu'il faut remplir. Donc a priori, c'est quand même un petit peu important. Donc pourquoi c'est important? Parce que si je cherche l'amour fou et que j'habite à Paris, si demain je rencontre ou je match avec une personne qui habite à Brest ou à Nice ou à, je sais pas, à Perpignan, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, sauf si je suis prêt à avoir des relations longue distance. Pareil, si je parle que français et que je match avec, je sais pas, une Espagnole qui ne parle pas du tout un mot de français, bon, ça risque de mettre pas mal de complications aussi dans le début d'aventure, on va dire, avec cette personne-là. Donc c'est hyper important aussi de clarifier dès le départ un certain nombre d'informations, parce que du coup, ça permet de donner du contexte et de faire un premier tri, entre guillemets. Donc si on fait le parallèle avec l'emploi, on va retrouver notamment la localisation. En fait, la localisation, c'est vraiment le premier élément qui vous différencie des autres cabinets, puisque c'est aussi ce qui va attirer les collaborateurs qui sont autour de vous. Souvent, la localisation, ça va être un point important, donc toujours évidemment l'afficher. Également, je vous invite à avoir une fiche Google My Business, puisque c'est ce qui va permettre aux candidats de vous retrouver sur Google. Donc, quand vous allez sur Google Maps et que vous cherchez une adresse, typiquement, il faut que quand on tape le nom de votre cabinet, on retrouve votre adresse pour venir déjà plus facilement à l'entretien, mais aussi pour se projeter, parce que le candidat, il va regarder si vous avez un parking, comment il peut se rendre chez vous, et c'est comme ça qu'il va se projeter aussi dans le job. Donc, ça fait partie des choses importantes, la localisation. Et après, il va y avoir quelques autres informations intéressantes. Tu parlais de anglais, français. C'est vrai que si vous avez des attentes particulières sur des logiciels, par exemple, à maîtriser, ça, il va falloir aussi le mettre en avant. Et je continue avec justement cette partie scorecard. Je sais qu'on a tendance à tout de suite vouloir aller sur l'offre d'emploi et la diffuser au plus vite. Mais en fait, une offre d'emploi, il faut vraiment prendre le temps de l'écrire avec aussi vos attentes. Quelles sont vos attentes lorsque vous lancez un recrutement? Pour ça, je vous invite à faire un modèle de scorecard, donc comme c'est présenté ici, d'avoir un premier critère, de se dire, par exemple, là, on est sur une offre d'emploi, par exemple, de manager. Dans le manager, forcément, un des critères, ça va être le management. On va lui mettre un poids ici de 4, donc c'est un critère qui est important. La question qu'on va être amené à poser en entretien, ça va être, par exemple, quelles ont été vos expériences de management? Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelle réponse on attend à cette question. Dans ce cas-là, on va dire que c'est obligatoire d'avoir travaillé au moins 3 ans en cabinet comptable. On considère que c'est vraiment obligatoire pour être bien sur le poste. Avoir une expérience en management d'équipe d'1 an ou plus et d'au moins 5 personnes. Après, comme on est un cabinet de plus de 100 personnes, on préférerait que cette personne elle ait une expérience dans une structure un peu équivalente pour permettre de bien gérer ce job, mais c'est une expérience souhaitée. Déjà, quand vous allez à ce niveau de détail, vous allez vous rendre compte que pour écrire votre offre d'emploi, ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez être beaucoup plus précis dans ce que vous attendez. Et ensuite, évidemment, le commentaire qui permet de marquer les réponses en fonction du candidat. Donc, ce qui est super avec cette scorecard, c'est que vous allez la commencer au départ dès que vous voulez lancer un recrutement, mais elle va vous servir tout au long du recrutement jusqu'aux entretiens et au choix du collaborateur. Si certains sont intéressés d'ailleurs par le modèle de scorecard, j'en ai un tout prêt, vous pourrez me contacter. N'hésitez pas sur LinkedIn ou si je retrouve le lien avant la fin du webinaire et je vous l'enverrai avec plaisir.
Et d'ailleurs, pour compléter ça, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place en interne à Dext. Et ce que ça nous permet de faire aussi, c'est que on va pas forcément valider les mêmes critères à chaque entretien. Et donc, du coup, ça permet de se concentrer, par exemple, sur le premier entretien, ça va plus être tous les critères techniques. Là où, sur le deuxième entretien, ça sera tous les critères un peu plus attitude, comportement, etc. attendus. Et donc, du coup, ça permet aux personnes qui font passer ces entretiens de vraiment se dire, OK, ben, moi, l'objectif sur cet entretien, c'est de valider ces 3 critères-là. Et le reste, je sais que ce sera validé plus tard. C'est ça. Et puis ça permet aussi d'être équitable dans son recrutement, parce que si on est un peu plus structuré, bah, ça permet aussi de faire un choix un petit peu plus éclairé. Donc, on a vu la première partie qui était sur comprendre un peu qui vous êtes pour pouvoir ensuite en parler. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est comprendre qu'est-ce que vous recherchez. Si moi, demain, je ne recherche que des plans d'un soir, ou si demain, je cherche l'amour de ma vie, a priori, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et donc, du coup, c'est hyper important de le clarifier au maximum dès le départ. Parce que si vous cherchez l'amour de votre vie et en face de vous, la personne ne cherche qu'à passer une bonne soirée, ça risque de créer de la déception des deux côtés, parce que pas le même niveau d'engagement, pas les mêmes attentes, pas la même conséquence, pas la même projection, et donc du coup ça a plus de chances de capoter. Donc c'est hyper important d'être le plus clair possible sur ses attentes dès le départ, comme ça permet de s'aligner et de voir si on est sur la même longueur d'onde. C'est ça, et d'où l'importance d'avoir une fiche de poste aussi très précise sur ce que vous attendez. Parce qu'il arrive régulièrement en fait de recruter quelqu'un et de se rendre compte après coup, soit en tant que manager, soit en tant que personne recrutée, qu'en fait ça correspond pas tout à fait à ce qu'on s'était imaginé. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en entretien, que ce soit le recruteur ou le recruté, tout le monde a envie que ça marche. Donc parfois, on n'ose pas toujours poser les bonnes questions ou on va pas assez loin dans le poste, et ce qui fait que ça peut créer des recrutements qui sont finalement ratés. Et c'est un peu dommage, donc de bien travailler sa fiche de poste et d'être clair auprès du candidat, c'est la première étape. Et ensuite, là, je vous ai mis le modèle de ce qu'on peut retrouver sur les sites d'emploi. On va souvent mettre la rémunération. Moi, je vous recommande de la mettre parce que de toute façon, c'est une attente vraiment prégnante de la part des candidats. Et si vous n'avez pas la rémunération sur l'offre, parfois, ils ne cliquent même pas. Donc, c'est un premier élément. Et une fois que vous avez mis la rémunération, le type d'intitulé de poste que vous recherchez, la seniorité, le niveau d'études, en fait, il faudra vous assurer que tout ça, c'est cohérent. C'est la première étape avant même d'écrire votre offre d'emploi, c'est de savoir, OK, je recherche quelqu'un qui a tant d'années d'expérience. Ces années d'expérience-là, ça correspond à quel salaire sur le marché? Est-ce que mon salaire est bien dans la bonne fourchette? Et également, est-ce que ce que j'attends en termes de niveau d'études, c'est pertinent par rapport à mon poste? Et pour continuer, je vous ai mis encore un exemple de description d'un poste. Donc ici, ce qu'on peut retrouver, c'est l'exemple du cabinet Strat. Ils parlent de leur vision pour lancer la conversation. Et ensuite, ils vont mettre en avant ce qui représente leur cabinet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous mettent des mots en anglais, no suit, learning, etc. Ça correspond à leur culture. On se plonge tout de suite dans leur culture. Donc, ça va plaire à certains qui sont un petit peu en mode start-up. Peut-être que ça va pas plaire à d'autres qui sont plus à la recherche de quelque chose de très traditionnel. Ce qui est bien, c'est que comme on est précis sur ce qu'on attend et comment on va attirer aussi les bonnes personnes. Toujours avec l'appel à l'action, évidemment, sur la fin. Et ils mettent en avant aussi ce que le poste nécessite avec les 2 ans d'expérience sur le poste similaire. Ils parlent de leur valeur aussi, ouverture d'esprit, innovation. Donc, c'est vraiment des choses qu'il va falloir retrouver sur votre offre d'emploi. Et pour aller un peu plus loin, on a parlé de la scorecard tout à l'heure, c'est de se poser aussi la question, est-ce que j'ai vraiment un besoin avant de lancer un recrutement? Parfois, en se réorganisant différemment, en adoptant de nouveaux outils, peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin de recruter tout de suite. En fait, dès qu'on a un problème, on a tendance à vouloir tout de suite lancer un recrutement. Mais c'est bien de se poser aussi, de se dire, est-ce que c'est un besoin court terme, long terme? Est-ce que réellement il y a besoin de recruter quelqu'un, ou est-ce que je peux faire monter en compétence quelqu'un dans mon équipe? Parce que c'est toujours plus facile de recruter quelqu'un qui est junior, quelqu'un qui est senior. Ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Donc, en plus, faire monter les personnes en interne, ça évite aussi qu'elles
monte, monte ailleurs, finalement. Donc, je vous invite aussi à bien travailler ça en amont du recrutement. Du coup, la prochaine partie, donc culture et valeurs, quelque chose qui est important, c'est du coup a priori, quelqu'un qui arrive sur votre profil à ce niveau-là, c'est que c'est plutôt bien parti. Ça veut dire que tout ce qu'il a vu ou tout ce qu'elle a vu jusqu'à maintenant, ça lui a plu. Et donc, la personne commence à se projeter, elle se dit, bon, jusque-là, tout va bien. À quoi m'attendre si jamais je me commence à me projeter avec cette personne? Et donc, du coup, ça va être de commencer à partager un petit peu de vous finalement. Et donc, culture et valeurs, c'est quand même un petit peu le socle de chaque individu aussi. Et donc, au plus vous allez pouvoir communiquer là-dessus, au plus ça va aider la personne en face à se projeter. Attention, le but, c'est pas d'avoir de la culture ou une valeur banale, on va dire, ou basique. Aujourd'hui, c'est devenu un peu galvaudé de dire je suis bienveillant. Si vous l'êtes vraiment, c'est très bien de le dire, mais en fait, si vous êtes juste une personne normale ou gentille, bon, ça vaut peut-être pas le coup de pousser là-dessus. Donc, ça vaut vraiment le coup de vous poser la question sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, quelles sont les valeurs qui vous habitent au quotidien, et du coup d'être capable de le mettre en avant. Là par exemple j'ai mis le sport ou le voyage. Bon voilà, si la personne en face est très sportive également, elle peut se dire trop bien, on va pouvoir faire peut-être une première rencontre, je sais pas, en allant courir ensemble. Si jamais en fait vous détestez faire du sport, bon c'est peut-être pas ce qu'il faut mettre. Et pour faire le parallèle sur le cabinet, moi je serais intéressée dans le chat que vous puissiez nous dire si vous avez mis en place des valeurs au sein du cabinet et surtout si vous l'avez fait en équipe. Là, je vous ai donné un exemple d'un cabinet qui a travaillé sur ces valeurs, donc en équipe. En fait, ils se sont retrouvés les deux dirigeants d'un côté en travaillant eux sur les valeurs qui leur semblaient être pertinentes par rapport à l'équipe. Et de l'autre côté, toute l'équipe s'est rassemblée en petits groupes pour travailler sur les valeurs. Ils ont ensuite mis en commun et ça a donné les valeurs qui sont affichées ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des valeurs avec un mot, mais également avec l'explication de ce mot. Parce qu'en fait, engagement, on peut tous avoir une vision différente de l'engagement. Donc, eux, ils expliquent derrière pourquoi. Nous, chez Lamaconta, on a aussi fait ce travail en équipe, de travailler sur nos valeurs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un avant et un après. Quand on le fait avec l'équipe, quand on embarque l'équipe dans les valeurs, et d'ailleurs travailler même au-delà de ça, la vision, la mission de l'entreprise, en fait, ça emmène à un autre niveau toute l'équipe. Et vraiment, c'est un travail qui, oui, peut prendre entre 2 heures et une petite demi-journée en fonction de comment vous l'animez. Mais en même temps, vos équipes vont être tellement engagées après et auront tellement envie d'emmener l'entreprise plus loin que ça vaut vraiment le coup. Et donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à faire ce travail-là. Les valeurs, elles doivent venir de l'équipe, elles doivent être vraiment authentiques. Et pour vérifier qu'une valeur fonctionne bien, il faut pas qu'elle puisse, il faut qu'elle puisse être l'inverse. C'est-à-dire que si on parlait de bienveillance, c'est un peu difficile de faire une entreprise qui se dit pas bienveillante. Donc, est-ce que c'est vraiment une valeur est-ce que c'est vraiment une valeur d'entreprise? On peut se poser la question. J'attends un petit peu parce que je vois qu'il y a personne qui a marqué dans le chat. Donc dites-nous un petit peu, est-ce que vous avez déjà mis en place des valeurs dans vos cabinets? Et si oui, du coup, est-ce que ça a été quelque chose qui a été plutôt de votre initiative ou initiative commune, comme disait Audrey? Et voire même si vous voulez nous donner des exemples de valeurs que vous avez mis en place, on est très curieux là-dessus. Pour vous donner un petit peu en attendant que vous écrivez toutes ces belles réponses, c'est quelque chose qu'on a mis en place à Dext aussi. Et pareil, on a pris le temps de l'écrire en équipe. Pourquoi? Parce que c'est, comme disait Audrey, c'est hyper important que tout le monde se sente investi de cette mission-là, mais même au quotidien, en fait, pour continuer à les faire vivre, ces valeurs-là, ça permet que quand il y a quelque chose qui se passe dans le bureau, dans une équipe ou quoi que ce soit, en désaccord avec nos valeurs, c'est pas forcément la charge du manager d'aller voir la personne et de lui dire attention là tu as franchi les bornes. Bien sûr qu'il peut le faire, mais c'est aussi une responsabilité collective sur le fait de se dire en fait on s'est tous mis d'accord, la valeur c'est ça, là tu es en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de ces valeurs là, donc c'est pas cool, il faut changer de comportement. Mais ça me rappelle un exemple que tu m'avais donné d'une entreprise qui
qui demandait si la personne voulait un verre d'eau. Ça te parle en entretien? Tu peux nous le raconter? J'aime beaucoup cette histoire. Donc l'entreprise c'est Xero pour ceux qui connaissent. Bon, c'est un peu un équivalent c'est un logiciel de gestion australien en fait. Et donc il y avait le PDG de cette entreprise qui disait que lui, le premier entretien, enfin dans le premier entretien qu'il faisait passer en fait, quelque chose qu'il faisait, c'est qu'il proposait un verre d'eau au candidat. Souvent donc verre d'eau, café, enfin peu importe. Et il regardait à la fin de l'entretien ce que le candidat faisait de son verre. Est-ce que le candidat, il laissait son verre sur la table? Est-ce que le candidat, il lui posait la question de qu'est-ce que je fais de mon verre? Est-ce que le candidat était autonome, entre guillemets, et prenait son verre, allait chercher une cuisine ou une poubelle, enfin peu importe. Et en fait, il disait que ça lui apprenait beaucoup plus finalement sur la partie attitude uniquement, sur l'éducation de la personne, sur est-ce qu'elle laisse traîner des choses derrière elle, est-ce qu'elle est organisée, etc., etc. Donc lui, c'était un peu son rituel qu'il avait mis en place au sein de son entreprise. Et avec chaque candidat, il faisait un petit peu ce test-là, on va dire, parce que c'était quelque chose qu'il voulait vérifier à chaque fois. Bon, je vois que vous êtes timide dans le chat, on va quand même passer à... Oui, on va avancer. Pour conclure, l'idée, c'est que les valeurs, elles émanent pas que des dirigeants, mais également de toute l'équipe, tous les collaborateurs, qu'elles soient choisies avec authenticité. Ça doit transpirer vraiment dans votre présentation de cabinet. C'est une des clés d'ailleurs pour être attractif, l'authenticité, et évidemment d'intégrer les équipes du début à la fin du process. Alors, notre partie préférée. Ouais. Donc sur les photos, évidemment que c'est quelque chose qui est très important sur les applications de rencontres. Donc on va commencer avec tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc toutes les photos qui sont mal cadrées, les personnes qui sont sur les applications, elles sont pas là pour faire un puzzle. Le but, c'est pas d'avoir votre oreille gauche sur la première photo, votre front sur la deuxième photo, votre pied sur la troisième, etc., etc. Ayez une photo bien cadrée, comme ça la personne elle peut se dire ok, si je le croise dans la rue, si je le croise à notre premier rendez-vous, je vais être capable de reconnaître la personne. Photo avec son ex, pareil. On a connu mieux comme type de photo. Essayer de rendre jaloux quelqu'un déjà de manière générale, c'est pas top, mais alors essayer de rendre jaloux quelqu'un que vous ne connaissez même pas encore, bon, c'est un sacré niveau quand même. Et les photos hors contexte, pareil, généralement, quand on se connecte sur une application de rencontre, c'est qu'on a envie de faire des rencontres. On n'a pas forcément envie de chercher des idées voyage ou des idées culinaires, etc. Donc, voilà, on évite de mettre ces 4 derniers plats, ces 18 dernières photos de paysages. Voilà, c'est pas le lieu pour ça. Et dans le monde professionnel, quand on présente son cabinet, c'est toujours intéressant de mettre des photos pour faire projeter aussi la personne. Et là, je vous ai mis les photos qu'il ne faut pas faire. La première, le détail qui tue. Quand on fait un shooting photo, il faut bien faire attention à ne pas laisser des données clients traîner soit sur les ordinateurs, soit sur les bureaux, parce que ça peut poser des problèmes de confidentialité. Donc, faites bien attention à ça quand vous organisez un shooting photo. Également, les photos de mauvaise qualité. Alors, si vous organisez un shooting, normalement, avec un professionnel, ça devrait bien se passer. Mais si vous décidez de faire les photos vous-même, essayez de prendre des photos de bonne qualité. Aujourd'hui, les téléphones permettent quand même d'avoir une assez bonne qualité sur les photos. Également, alors c'est celle que j'aime le moins, c'est les bureaux vides. Les photos de bureaux vides, ça donne vraiment pas envie de venir travailler chez vous. Parce qu'on ne vient pas rejoindre un bureau, on vient rejoindre une équipe. Et donc, on a besoin de voir l'environnement de travail, mais avec l'équipe dedans. Donc ça, c'est évidemment à éviter. On n'est pas sur Airbnb. Les photos hors contexte, à la plage, etc., en maillot de bain, ça, on évite un peu parce que c'est pas très professionnel. Et puis, si on peut essayer de sourire sur les photos, ça donne plus envie. C'est sûr que quand on met des photos comme celle en bas à droite, vous imaginez bien que ça donne pas tellement envie de vous rejoindre. Ni les incohérences quand on dit qu'on a un cabinet super digital qui utilise Dext et qui n'a pas des papiers partout. Si vous mettez des photos où il y a des classeurs partout dans le cabinet, c'est un petit peu incohérent. Et donc, à contrario, les photos qu'il faut faire. Donc, une photo bien cadrée. Donc là, par exemple, j'ai mis une photo de moi quand je sortais du coiffeur, donc c'était parfait. On voit bien mon visage, coiffure parfaite, etc. Donc, c'est exactement
Ce conseil marche aussi pour vos photos LinkedIn, non? C'est très vrai. Photo avec des amis, voilà, c'est toujours, si vous dites que vous êtes quelqu'un de sociable, qui aime beaucoup sortir, etc., bah c'est important de le montrer aussi, d'avoir quelques photos de vous avec des amis à vous. Et donc tout à l'heure, je disais, bah, pas de photos de paysage. C'est OK de mettre des photos de paysage, mais uniquement si vous êtes sur la photo aussi. Donc, si vous adorez le Machu Picchu, eh ben, c'est très bien de mettre une photo du Machu Picchu parce que c'est votre dernier voyage. Mais si vous vous plaît, soyez sur la photo. Alors, je vois une question très très pertinente de François qui demande si on peut utiliser une photo avec des lunettes en forme de cœur ou d'étoile. Ah, ça, c'est vraiment, c'est réservé uniquement aux professionnels. Donc, à ne pas reproduire chez vous, sinon ça peut être. Après, ce qui est hyper important, en fait, on parlait tout à l'heure d'authenticité. Si vous êtes un cabinet qui aime bien rigoler, qui est coutumier, on va dire, d'avoir ce genre de petites blagues faites entre collaborateurs, etc. Moi, c'est quelque chose que j'encouragerais à faire parce que du coup, ça aide à se projeter sur l'ambiance qu'il y a au sein de votre cabinet et ça peut aider du coup à attirer justement les bons profils de candidats qui vont se dire ah ben trop marrant, moi j'aime bien passer un bon moment quand je vais travailler aussi et donc du coup, bah, j'arrive plus facilement à me projeter sur ce genre de poste. Moi, par exemple, à titre personnel, je pense que je postulerai à une offre où je vais à quelqu'un avec des lunettes en forme de cœur. Et Jérémy dit une photo après une victoire sur un terrain de pétanque basket. Non, ça c'est interdit, Jérémy, je peux pas. Ça c'est trop douloureux. Et pour continuer sur la partie page employeur, ici, voici quelques exemples de photos que vous pouvez faire. Des photos d'équipe qui sont sympas avec toute l'équipe où voilà, on voit que vous avez une bonne ambiance, que vous osez être un peu marrant. Des photos en pause aussi parce que c'est bien de voir vos espaces de pause, de découvrir un petit peu comment ça se passe au quotidien chez vous. Également des photos des bureaux. Là, ce qui va intéresser les candidats, c'est plutôt de voir comment vous êtes équipés. Est-ce que vous avez des doubles écrans? Comment sont les chaises? Éventuellement avoir des bureaux assis debout pour combattre la sédentarité. Et puis aussi des photos des dirigeants, parce que c'est intéressant de savoir pour qui on va travailler. Et des photos en team building. Donc généralement, les photos en team building, elles apportent aussi une petite touche d'authenticité, de voir un petit peu ce que vous organisez en dehors du quotidien. Est-ce qu'il y a des événements un peu sympas qui sont organisés au sein du cabinet? Donc, si on résume, l'idée, c'est vraiment de retranscrire le quotidien. Ne mettez pas que des photos de séminaire parce qu'on sait que vous n'êtes pas en séminaire tous les jours de l'année. Avoir des photos de qualité, travailler aussi sur les droits à l'image. Évidemment, c'est une partie qui est hyper importante. Si vous voulez mettre des photos sur le web, il faut vraiment que vos collaborateurs signent des droits à l'image. Donc, demandez-leur en amont. Et bien sûr, attention aux petits détails, de laisser les poubelles et des éléments en fait sur les photos, ça peut les rendre moins sympas. Spécificité, donc là on arrive vraiment sur la fin du profil. Donc encore une fois, le candidat qui arrive jusque-là, ça veut dire qu'il s'est vraiment, il a aimé vos photos, il a aimé qui vous êtes, il est en phase avec vos attentes, en phase avec vos valeurs. Donc là, il commence vraiment à se projeter avec vous. Et donc du coup, c'est vraiment lui donner un petit peu les dernières clés, on va dire. Donc côté coach en séduction, bah, ça va être de commencer à identifier peut-être les premiers sujets de conversation. Donc, ah bah tiens, j'adore cette musique-là, bah super. Ça permet peut-être d'avoir un angle d'accroche, une conversation qui sera un petit peu plus intéressante, tout ce genre de choses. Donc, c'est vraiment commencer à rentrer dans le détail et donner un petit peu les dernières clés pour ouvrir la porte. C'est ça, vous avez envie qu'en entretien, le collaborateur, il arrive avec des informations sur le cabinet et qu'il soit venu parce qu'il avait vraiment envie de vous découvrir et pas juste parce qu'il a vu de la lumière. Mais pour ça, il faut lui donner toutes les informations liées à votre cabinet. Et nous, on a ce qu'on appelle chez Lamaconta les badges. En fait, c'est les éléments différenciants chez vous. Qu'est-ce que vous avez mis en place de différenciant et qui vous représente? Par exemple, si vous êtes habitué à accompagner au stage deck, c'est hyper intéressant de le mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de candidats qui vont choisir leur cabinet aussi en fonction de ça. Là, je vous ai mis un petit peu des buzzwords, comme on dit, avec la semaine de 4 jours, mais il y a de plus en plus de cabinets qui le mettent en place. C'est un élément différenciant. Est-ce que vous êtes en tenue décontractée ou plutôt costume-cravate? Les deux sont OK, mais il faut juste le préciser pour attirer les bonnes personnes. Et puis, réfléchissez du coup à qu'est-ce qui est différent chez nous, qu'est-ce qu'on a mis en place qui plaît
et qui va nous différencier. La différenciation peut aussi se faire au niveau des logiciels, parce que c'est quand même des éléments du quotidien, on travaille tous les jours dessus, donc potentiellement, ça va être des éléments différenciants pour votre candidat. J'en profite pour répondre aussi à la question de Stélie, qui nous demandait si on a principalement des photos faites par des téléphones, est-ce que c'est OK? Là, j'ai envie de demander, c'est quel téléphone qui a pris les photos, parce que selon le téléphone, la qualité va être différente. Et en fonction de la taille aussi de la photo sur les pages, par exemple, enfin, nous sur la Maconta, il y a plein de photos qui sont faites par téléphone et qui sont quand même de très bonne qualité. L'idée, c'est aussi d'avoir les deux si vous avez l'occasion de faire un shooting professionnel. Moi, c'est ce que je recommande toujours parce que ça permet vraiment d'avoir des photos qui sont déjà très très belles avec une belle lumière, ce qui n'est pas toujours évident quand on le fait avec le téléphone. Et aussi, c'est un moment vraiment de team building avec les équipes qui vont passer un super moment à faire ce shooting photo. Et Mais au, non, c'est pas un problème d'avoir des photos faites par téléphone. et au passage, l'avantage aussi du shooting, c'est que c'est un professionnel qui va comprendre de suite c'est quoi le bon angle pour la photo, comment vous mettre en valeur en fait. Et, vous allez pouvoir lui dire, bah, moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir une photo qui montre vraiment, je sais pas, l'esprit d'équipe, une photo qui montre ci, qui montre ça. Et donc du coup, il va pouvoir vraiment s'adapter et faire en fait de belles photos qui vont bien vous mettre en valeur. Après, encore une fois, c'est aussi un budget, etc. Il faut en avoir conscience. Donc, si vous avez un téléphone, on va dire, des 2-3 dernières années, qui est connu pour faire de bonnes photos, c'est quand même déjà pas mal. Exactement. Top. Pour, pour revenir sur tout ça, l'idée, c'est vraiment de rester toujours sincère. On a parlé d'authenticité, c'est clairement ça. Éviter le syndrome du baby-foot. Alors, ce que j'appelle le syndrome du baby-foot, c'est un petit peu, on s'est dit, on a envie d'être une équipe sympa, on va mettre un baby-foot dans les locaux et ça y est, on est une équipe sympa. En fait, le baby-foot, c'est très bien si votre équipe y joue. Donc, je vais leur poser la question avant de le mettre en place. Peut-être qu'en fait, au quotidien, ce qui les aurait le plus aidés, c'est d'avoir une nouvelle chaise plus confortable. Donc, de toujours solliciter les équipes avant de lancer des initiatives pour le bien-être au travail. Bien sûr, parfois, ça peut être le baby-foot. Il y a quand même 2% de la population qui en joue. Travailler sur les éléments qui vous rendent attractifs, pour ça, c'est pareil. La réponse, c'est toujours en fait de se baser sur l'équipe, parce que quand vous demandez aux équipes pourquoi elles sont là, pourquoi elles restent, c'est là que vous allez récupérer les informations sur ce qui vous rend attractif. Et bien sûr, d'aider à se projeter. Quand vous regardez votre page employeur, votre site carrière, dites-vous, est-ce que si je ne connaissais pas le cabinet, est-ce que j'aurais envie de travailler dans ce cabinet? Alors, comment rédiger une offre d'emploi attractive? J'avais quand même envie de vous donner 2-3 conseils là-dessus. On a vu un petit peu les étapes clés, le qui sommes-nous, les missions du poste, ce que le poste nécessite. Travailler chez nous, ça veut dire quoi? Aller encore plus loin en parlant des perspectives, parce que je rentre dans un poste aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux attendre demain? Ça, c'est hyper important pour les collaborateurs, notamment ceux qui sont expérimentés. Et enfin, le processus de recrutement, à quoi est-ce que je dois m'attendre? Je vous ai mis un modèle de GPT qu'on travaille depuis déjà plusieurs mois avec la Maconta qui nous aide à écrire des offres d'emploi attractives. Donc, vous avez soit la possibilité de lui donner une offre d'emploi et de lui demander de la remanier, soit de lui dire aide-moi à écrire mon offre d'emploi de A à Z. Et puis, je vais en profiter pour mettre le lien également dans le chat. Parfait. Et donc, du coup, je profite pour compléter ça. Donc, ce qui est important, ça va être de challenger avec l'équipe. Donc, généralement, ça va être de faire relire l'offre à l'équipe et de leur demander leur avis là-dessus. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Est-ce que ça correspond au quotidien qu'ils peuvent vivre tous les jours? Relire et corriger les fautes. Bon, ça semble être évident, mais on est tous capables de faire des fautes, d'inattention, quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose d'hyper important. L'unicité. Est-ce que le cabinet à côté de vous pourrait faire exactement la même offre? Oui ou non? Si c'est le cas, après oui, c'est-à-dire que c'est pas forcément une très bonne offre, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas assez mis en valeur, en avant ce qui vous différencie des autres cabinets, que ce soit peut-être par les photos, par la manière de penser, par les valeurs, etc. Donc ça veut peut-être dire qu'il faut faire une repasse sur l'offre. Et enfin, le parcours candidat, c'est hyper important de clarifier aussi à quoi peut s'attendre le candidat en termes de parcours, donc combien d'entretiens, comment ça va se passer, etc. Mais aussi, au-delà de ça, même d'y porter une attention particulière
Donc, par exemple, pour vous partager un petit peu d'expérience, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, quand on fait passer des entretiens chez nous, peu importe que l'entretien soit positif ou négatif, déjà on fait forcément un retour, mais en plus on va aussi prendre les retours du candidat sur comment est-ce qu'il a vécu son entretien, son parcours candidat, pour voir s'il y a des petites choses à changer. Donc, est-ce que en fait, on se rend pas compte, mais le cas pratique qu'on envoie, il est très stressant, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entretien pour diminuer la jauge de stress? Est-ce que finalement c'était assez rapide par rapport à ce qu'il avait en tête? Est-ce que parfois c'est trop rapide aussi? Parce que quand on veut recruter vite, des fois on laisse pas trop le temps de souffler, ce qui peut mettre une certaine forme de pression aussi dans la prise de décision. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses, et ça en fait c'est vraiment en discutant avec les candidats qu'on peut se faire un avis et améliorer tout ça. C'est ça, tous ces petits détails en fait qui font parfois une grosse différence. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le GPT, rédiger une offre d'emploi attractive. Après, il faut savoir que ceux qui sont utilisateurs de la Maconta, vous avez déjà directement dans l'outil le GPT qui vous fait vos offres d'emploi. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous vous ennuyez à écrire votre offre d'emploi, en fait, les candidats, ils vont s'ennuyer à la lire. C'est un petit peu comme les lettres de motivation. On voit tout de suite si le candidat s'est ennuyé à écrire sa lettre de motivation et franchement, ça donne pas trop envie. En fait, les offres d'emploi, c'est exactement pareil. On a tendance à vouloir recruter rapidement tout de suite et faire une offre d'emploi qui peut être parfois un peu bâclée. Prenez le temps d'écrire votre offre d'emploi. De toute façon, généralement, vous allez quand même avoir souvent le même type de recrutement à faire. Donc, prenez le temps une première fois de faire une bonne offre d'emploi et ensuite améliorez-la au fil du temps. Ta slide préférée? Oui, j'ai beaucoup de slides préférés en fait. Ouais. Quand je définis la stratégie de l'autruche, c'est que dans toutes les entreprises, en fait, il y a des problématiques, il y a des difficultés, souvent liées d'ailleurs à la communication en interne. Et parfois, on n'a pas envie de voir ces problématiques, mais si on ne les voit pas, elles vont s'aggraver petit à petit. Et de toute façon, en externe, ça va aussi ternir l'image du cabinet, parce que tout se sait, les collaborateurs échangent entre eux avec les anciens camarades de promo, avec leur famille. Et donc, s'il y a une mauvaise ambiance en fait au sein du cabinet, même si c'est que dans une équipe, ça peut se savoir et ça peut avoir des conséquences assez importantes. Donc, fini la stratégie de l'autruche, on met en place des choses pour éviter ça. Et donc, je te laisse passer à la suite. Ce qui va être très important, c'est que quand vous allez avoir réussi, entre guillemets, à sortir des applications et donc à rencontrer la bonne personne, si vous arrêtez tout effort, entre guillemets, et de lui porter toute attention, etc., il y a de fortes chances que vous retourniez très rapidement sur les applications. Et donc, du coup, c'est quelque chose d'hyper important de se dire qu'à partir du moment où vous avez trouvé la bonne personne, c'est pas la fin du jeu, c'est juste le début d'un nouveau jeu. Et donc, ça va être de se poser des questions de est-ce que la personne est toujours bien avec moi? Est-ce que moi je suis toujours bien avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer du coup à faire vivre la relation? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité peut-être qui nous épanouit tous les deux? Qu'est-ce qu'on peut faire comme à voyage, comme activité sportive, peu importe, en fonction du profil qu'on avait au départ. Exactement. Et donc pour ça, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est un point mensuel, voire trimestriel avec chaque personne. Alors je sais qu'à chaque fois, on me dit, Audrey, c'est beaucoup trop, moi je travaille, je n'ai pas le temps de faire des points mensuels avec chacun. Sauf qu'en fait, en un mois ou en 3 mois, il se passe énormément de choses dans la vie de vos collaborateurs. Et souvent, les difficultés qu'ils vont rencontrer, ou que ce soit au travail ou chez eux, ils vont pas forcément vous en parler parce que vous avez votre porte ouverte ou parce que vous discutez à la pause. En fait, ils vont vous en parler que si vous posez réellement la question dans un environnement qui s'y prête bien. Et la pause, c'est pas toujours le meilleur environnement. Donc, le fait d'institutionnaliser ces points mensuels ou trimestriels, ça permet d'évoquer tous les sujets, déjà de féliciter régulièrement les collaborateurs, mais également de parler aussi des sujets qui sont un peu plus compliqués. Et pour ça, je vous mets un lien aussi d'un modèle pour vous permettre de passer à l'action, parce que c'est pas juste se retrouver et avec le collaborateur sans ordre du jour. L'idée, c'est quand même d'avoir quelques questions clés à poser à chaque fois. Ouais.
Et pour rebondir là-dessus, nous, c'est quelque chose qu'on met en place. On a des entretiens hebdomadaires avec l'ensemble des salariés chez Dext. Parce que, comme le disait Audrey, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Quelqu'un peut perdre un membre de sa famille, par exemple. Et donc, ça va forcément l'affecter énormément sur son travail. Et en fait, c'est complètement OK. À partir du moment où vous êtes au courant, ça vous permet de vous dire, OK, c'est normal que la personne soit un petit peu plus en dedans depuis X jours. Et je le comprends. Et donc, du coup, je sors du jugement. Et la deuxième chose, c'est qu'on met aussi en place, nous, des sondages. Donc, on le fait de manière trimestrielle maintenant. Et ce qui est très important, c'est à la fois, de faire le sondage, mais à la fois, en deuxième partie, surtout, on communique beaucoup avec les équipes sur voilà ce qu'on a compris du sondage, voilà donc toutes les informations qu'on en ressort, et voilà toutes les actions qu'on va faire dans la société pour répondre à ce sondage. Comme ça, en fait, ça permet que les personnes, ils sentent que c'est pas inutile de répondre aux questions. Deux, ils sont écoutés parce que du coup, ils arrivent à comprendre qu'on a articulé en fait leurs demandes ou leurs besoins. Et trois, qu'il y a une action qui va être menée. Et après, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Ça nous arrive aussi parfois de dire, alors, on a compris que vous demandez ça. Malheureusement, on peut pas le faire pour telle raison. Et voilà, mais au moins le sujet, il est abordé, l'abcès, il est crevé, et ça permet d'en parler avec tout le monde. Exactement, et ça évite d'envenimer certaines situations par la suite. Donc, il faut aussi mettre en place des baromètres annuels. Nous, en tout cas, chez Lamaconta, on en propose à nos cabinets clients de mettre en place un questionnaire par an sur la marque employeur de A à Z. Donc, c'est un questionnaire qui va comprendre généralement une quinzaine de questions et qui va permettre aux collaborateurs de s'exprimer anonymement. Donc, les points mensuels étant en one-to-one, ici, c'est anonyme pour permettre aussi de libérer un petit peu la parole. Et c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, les difficultés qu'on rencontre, elles sont souvent liées à la communication en interne. Les managers pensent avoir mis en place quelque chose pour régler un problème. Les collaborateurs n'ont pas vu en fait qu'il y avait quelque chose de mis en place ou ils n'ont pas trouvé que ça répondait vraiment au problème. Et c'est souvent la discussion qui permet de régler tout ça. Voilà, on en a parlé du coup. Donc, ce qui est hyper important, donc, c'est les feedbacks. Donc, en français, donc faire des retours. La fidélisation, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle entreprise, ce sera toujours moins onéreux pour vous de fidéliser des personnes qui sont bien, qui correspondent aux valeurs, qui font du bon travail, etc., plutôt que de les laisser partir, en fait, pour recruter quelqu'un, donc passer du temps sans la personne, passer du temps dans le recrutement et ensuite passer du temps à former la nouvelle personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête sur entre un collaborateur ou une collaboratrice que vous avez qui est performant et qui incarne les valeurs de votre cabinet, de ce que vous souhaitez mettre en place. VS en inconnu, il faut toujours privilégier ça. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans un coin de sa tête. Et donc, la fameuse théorie de l'autruche, mais donc toujours prévenir les problèmes plutôt que les fuir. Et donc, le plus vous allez être ouvert et communiquer avec les personnes dans votre cabinet, je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, ça vous permettra d'en connaître beaucoup plus. Et ensuite, libre à vous de voir lesquels traiter, dans quel ordre de priorité. Et en tout cas, de communiquer là-dessus avec tout le monde. En résumé, donc on a bien travaillé normalement ce matin, on a pris du temps, mais l'objectif c'est bien de vous rendre accro, et donc accro à quoi? À une première accroche sur vos offres d'emploi, sur votre page employeur qui est attractive. À la cohérence, donc du coup, c'est ce qu'on disait, c'est avoir quelque chose qui vous ressemble. Avec la bonne cible, toujours penser qu'on s'adresse aux candidats. Les retours, donc les fameux feedbacks, donc c'est hyper important une fois que vous arrivez au bout, de toujours continuer à fidéliser les collaborateurs. Et surtout l'originalité, restez vous-même. Ne pensez pas trop à ce que pourrait se dire le candidat. En fait, pensez plutôt, nous, qu'est-ce qu'on a envie de dire et qui est-ce qu'on a envie d'attirer. Et c'est comme ça que vous attirerez les bonnes personnes. Exactement. Et encore une fois, si jamais demain vous avez 70% des candidats qui trouvent votre annonce pas adaptée, mais qu'en fait les 30% restants, c'est 30% que vous avez vraiment envie de voir dans votre cabinet, ça veut dire que vous avez fait une très très bonne offre d'emploi, puisque finalement vous allez attirer certes beaucoup moins de personnes, mais que des personnes de qualité. Et donc du coup, ça vous aide à gagner beaucoup de temps là-dessus aussi. Exactement. Un grand merci pour votre écoute. Ça passe vite, c'est vrai qu'on a lancé des premières idées qu'il va falloir ensuite mettre en place. J'espère que tous les liens qu'on vous a envoyés dans le chat vont vous aider aussi à passer à l'action sur ces différents sujets.
Et après, on reste à votre disposition, évidemment, pour aller plus loin, pour échanger, répondre à vos questions. Ouais, je vais juste remettre nos petits noms au début, comme ça, si jamais vous voulez nous ajouter sur LinkedIn pour garder contact, pour nous poser des questions, etc., n'hésitez pas. Et si vous avez des questions à poser dès maintenant, bah, n'hésitez pas aussi. On reste disponible. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, je passe toujours un super moment avec Geoffrey. C'est vrai, c'est vraiment notre petit moment. On a essayé d'aborder un sujet très important. On le fait avec humour parce qu'on aime bien se marier avec Audrey. Et c'était la dernière date de notre tournée. C'est ça. Quel support, Isabelle? J'ai supprimé par erreur. Pouvez-vous me renvoyer le lien? Alors, donc, oui, quel lien? Le tout premier, peut-être, je pense, avec le support. Le tout premier, ça, c'était donc la fiche Comptatour. Ensuite. Ça sent la personne qui a rempli son profil Tinder pendant la. Voilà, et je vous renvoie les deux derniers liens. Voilà. J'avais aussi envoyé un peu plus haut la scorecard, c'est vrai, que je vais remettre ici. Comme ça, il y aura tous les liens. Parfait. Et un grand merci à toutes et à tous, du coup, pour votre attention, pour vos messages et pour vos questions aussi. C'est agréable aussi, côté présentateur, de voir toutes ces questions et de savoir que, du coup, bah, ça fait émuler quelques idées aussi de votre côté. Exactement, un grand merci. Et on reste disponible sur LinkedIn. Après, moi, je vais mettre mon adresse mail, comme ça, si jamais vous n'avez pas LinkedIn et que vous voulez me contacter, n'hésitez surtout pas, ce sera avec grand plaisir. Allez, je vous la mets aussi comme ça, pas de jaloux. Parfait. Bon, bah voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions. On va clôturer tout ça. Et merci à vous. Et du coup, je vous dis à sûrement très bientôt. À très bientôt. Il y a d'autres webinaires Comptatour qui ont lieu toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être assez intéressant. Et puis, nous, Geoffrey, on clôture aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour notre dernière date de tournée. Et merci à toi pour toute ton énergie et ton humour. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Bonne journée.